À cette toute fin de cette première journée, ce n'est pas terminé parce que nous allons accueillir la pétillante Catherine Barba, qui est où dans la salle, que je vois au fond. Coucou Catherine, qui va nous parler de façon très dynamique comme toujours de e-commerce, comment réinventer, réenchanter un petit peu l'e-commerce. Il y a pas mal de méthodes aujourd'hui et avec ta longue expérience, je pense que tu as des conseils tout à fait pertinents à donner. Bienvenue Catherine au West Web Festival. Je te laisse la main, tu es libre d'agir comme tu veux, les micro-mains, le pupitre, comme tu veux. Il n'y a pas de retour non, je sais, ici. mais j'ai pris ma fraise, voilà. Ça va? On va la voir, elle est présentée là, elle arrive. Bon, moi je suis pas de Brest, je suis espagnole. Mais bon, c'est la Bretagne du Sud. Non, c'est la Corse, la Bretagne du Sud, on dit. Hein. Bon, mon mari est corse. Alors, on va parler en fait de... Moi, je voulais vous parler de comment le commerce d'aujourd'hui se réinvente, tu vois, le commerce qui se réinvente et quelle est la place des startups dans cette réinvention. C'est un peu ce que Patrick disait, qui n'écoute pas. Il disait tout à l'heure, tu vois, la rupture et quel est notre rôle pour aider les grandes sociétés traditionnelles à se réinventer. C'est bon, elle arrive. Bon, en attendant, je vais me présenter. Le temps que la présentation arrive. Moi, je me présente en 3 hashtags. Je ne sais pas vous, les mots que vous diriez pour vous présenter. Moi, mon premier mot, c'est famille. Moi, s'il y a bien une aventure que j'ai envie de réussir dans ma vie, au-delà de l'aventure entrepreneuriale, c'est celle-là, avec mon sportif de mari et ma fille de 10 ans. Là, quand je suis avec eux, je me souviens de l'essentiel. Je me souviens après quoi je cours, dans l'agitation du quotidien. Mon deuxième hashtag, c'est entrepreneur. Oui, moi, j'ai créé 2 boîtes dans l'Internet, dans l'e-commerce. 2 boîtes, donc Cash Store, un site de cashback, et Malinea, une agence e-commerce, que j'ai vendues toutes les 2. La dernière à vente privée. Et avec l'argent que j'ai gagné, aujourd'hui, j'investis dans des startups. Donc, j'ai une dizaine de participations. Je suis contente. Je suis chez French Web. Je suis administrateur chez Litchi, que vous connaissez si vous faites les cagnottes communes. Je suis en Bedicassa, qui est le français de Airbnb. iLock.You, qui est dans la salle. Vous connaissez iLock.You? Édouard, où es-tu? Qui est un Le Bon Coin inversé. Fantastique. Ça, c'est mon bonheur, tu vois. J'ai aussi, comme vous, j'imagine, dans les écoles pour parler d'entrepreneuriat aux gamins, pour leur donner envie d'entreprendre leur vie, quoi. Et puis bientôt, je vais faire un programme à la télé sur M6 pour mettre les entrepreneurs en lumière avec Crédit Mutuel Arkea. Donc ça fait partie de ma vie, l'entrepreneuriat. Et puis le troisième, c'est le digital. Ah, il s'est arrivé. Voilà. Voilà, donc le jeu des 7 différences. Ah, voilà, famille, je vous montre. On rattrape si vous avez manqué le début. Paf. 2 entrepreneurs. Et 3, mon troisième mot, c'est digital. Moi, ça fait 18 ans que je travaille dans le web. Ça fait beaucoup. Hein. Vous n'étiez pas né il y a 18 ans, bien sûr. Et moi, j'ai appris plein de choses dans toute cette période hyper riche où tout a beaucoup changé. Juste quelque chose que je voulais vous partager. Moi, j'ai appris qu'être une femme, c'était plutôt une force. Tu sais, souvent, tu entends les femmes, c'est plus dur d'entreprendre. Moi, je trouve que le digital, ça rebat les cartes pour tout le monde, quoi, hein. C'est nouveau, on se réinvente tous. Donc, on part avec chacun ses chances, ses différences. Moi, je l'ai toujours plutôt vécu comme une chance. La simplicité, ça aussi, j'ai appris que c'était une clé. C'est toujours vrai dans le business. Hein. Mais un process qui n'est pas simple, une offre commerciale qui n'est pas simple, une relation humaine qui n'est pas simple, ça ne marche pas, vous le savez. Simplicité, ça doit driver vos pensées. Soit une éponge, bah ouais, bien sûr. Tout change tellement. Tout change tellement. Nouveaux entrants, nouvelles technologies, nouveaux concurrents, waouh, ça donne le tournis, quoi. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a peur? Ou bien on a ses antennes en alerte et on se dit, ça c'est une opportunité d'inventer un service qui n'existe pas ou un besoin qui n'est pas adressé. Et puis trompe-toi plus. On en parle de l'échec. Hein. Alors évidemment, quand on y est, c'est moins marrant. Hein. On en parle plus facilement après, quoi, hein, en disant oui, ça m'a rendu plus fort. Bon, quand on est dedans, c'est pas agréable. Mais c'est vrai, ça fait partie de l'aventure, quoi. Je sais pas si vous connaissez Philippe Bloch, qui est chroniqueur sur BFM et qui a écrit un bouquin « Ne me dites plus jamais bon courage ». Il dit l'échec dans la vie d'un entrepreneur, tu sais, c'est comme les balafres sur le visage d'un gangster. Quand on n'a pas, c'est pas crédible. Et moi qui investis, j'aime bien regarder des gens qui se sont plantés parce que je vois bien. J'étais très touchée par ce que disait Erwan. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai appris. Et tout ça, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, je le mets au service. Donc, je vous avez compris, hein, je passe la moitié de ma semaine à investir dans les startups, mais l'autre, j'aime bien aller voir les grandes boîtes traditionnelles qui se réinventent. Oh, la transition numérique, c'est le grand sujet du moment, quoi. Il n'y a pas un business qui ne se réinvente pas. Et il y a plein de choses qu'ils ne comprennent pas. Et je suis sûre qu'on peut les aider. Et on peut inventer des choses qui peuvent les aider à ça. Moi, je trouve que les entreprises traditionnelles,
du retail en particulier, hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve qu'elles n'ont pas compris que les clients avaient vraiment changé. Elles font avec les clients comme elles faisaient encore il y a quelques années. Elles n'ont pas compris que le mobile était prépondérant dans la vie, quoi. Vous avez vu, j'aime bien cette phrase sur Twitter, quoi. On vit dans un monde où c'est plus grave de perdre son mobile que sa virginité. Waouh, moi, je pense à ma fille de 10 ans, j'ai peur, quoi. Elle me dit, à quel âge on leur donne le mobile? Je sais pas. Patrick, non, ta fille, tu vas donner un mobile? Non, moi, 10 ans, je dis, non, c'est à 14. Ils n'ont pas compris que le mobile, c'était le premier canal de contact avec les clients. Ils n'ont pas compris que les clients, enfin nous, hein, on a besoin de beaucoup plus d'informations qu'avant pour prendre une décision d'achat. On a besoin d'être très autonome pour trouver l'info. Qu'on a besoin de faire confiance, on fait plus confiance aux autres finalement qu'aux marques. On a besoin de s'exprimer. Moi, j'aime bien en ligne, il y a beaucoup de reviews. Il y a des reviews partout, on peut donner son avis, aller voir les avis des autres. Mais dans les magasins, c'est très, très calme. Je ne sais pas, on te demande rarement ton avis aussi. Et moi, j'aime bien leur dire, mais faites de vos magasins la caisse de résonance de la voix des clients. Dites-leur aux clients que ça compte ce qu'ils pensent, quoi. Et je ne sais pas si parmi vous, vous développez des services qui permettent ce feedback, mais je trouve que c'est important. Ce qui permet aussi de mettre les vendeurs à armes égales avec le client, c'est important. Vous rentrez dans un magasin, vous en savez plus que le vendeur. Oh, le vendeur, il fait « Oh, un client, il se cache, il a peur ». C'est très anxiogène d'avoir quelqu'un en face de soi qui en sait plus sur les produits. Les tablettes, ça peut être une réponse à ça. Donc, ce que je vois, moi, dans les grandes entreprises traditionnelles, c'est que, bien sûr, elles ont du mal à comprendre que le client a changé, à l'admettre, mais aussi que la différenciation, rare, on a parlé de prix tout à l'heure, on n'est pas tous positionnés sur le prix, quoi, hein. On n'a pas tous comme proposition de valeur distinctive le bas prix. Alors si on n'est pas le moins cher, on est le plus quoi? La différenciation, ça a toujours été indispensable, bien sûr, mais ça l'est encore plus aujourd'hui. Parce que nous, vous êtes devenus hyper infidèles. Avec une particularité qui ne vaut que pour Internet, je dois le souligner, c'est on peut être satisfait mais infidèle. On peut aimer ça marche que pour le web, hein. On peut être satisfait mais infidèle. On peut aimer un service, mais un voisin, enfin un concurrent fait les frais de livraison offerts ou propose une offre, et hop, je vais quand même aller acheter ailleurs. Donc aujourd'hui, si je n'ai pas compris comment je dois travailler en profondeur ma proposition de valeur de façon plus forte qu'avant, je vais passer à côté des clients, quoi. Donc attention, j'aime bien ce petit jeu de mots, pardonnez-moi, c'est bientôt les vacances, mais je me dis, pendant que les clients sont à Los Angeles, je leur dis aux gens, soyez pas vous à Los Angeles. Vous vous rappelez, c'était une pub pour Voyage SNCF. Ah, vous la voyez pas, c'est pour ça. Ah, je me disais, voilà, c'est ça, regardez. Moi, j'ai le sentiment que c'est ça aujourd'hui. Les grands groupes traditionnels, ils sont plutôt à gauche, quoi. Ils sont agiles dans la tête, ils savent tout ça. Ils savent mais c'est l'exécution qui fait la différence. Et c'est valable pour nous tous aussi, hein, dans nos business. C'est l'exécution qui compte. Alors voilà, je me dis, quand je vois aussi tous ces acteurs traditionnels, ils ont très peur des pure players. Ça, c'est Olivier Mathieu qui leur fait peur. Oh, Price Minister et consorts, ils vont nous tuer. Et en fait, moi, je leur dis, peut-être à tort, hein, que les pure players vont se marginaliser. Moi, ma fille, je lui dis, fais pas un site e-commerce, fais plutôt un magasin, si tu es une commerçante dans l'âme, hein, et avec du digital. Mais plutôt pas. Pourquoi? Moi, il y a 2 raisons qui me font dire ça, mais peut-être je me trompe et j'aimerais bien avoir votre avis. Quand je regarde le top 100 des sites e-commerce aux États-Unis, là c'est un extrait des 50 premiers, si tu enlèves Netflix, dont on parle beaucoup aujourd'hui, évidemment Amazon et celui qui fait les cartes de visite, la Vistaprint, vous savez que la part que représentent les pure players dans le top 100 e-commerce américain, c'est moins de 10%. L'e-commerce aux États-Unis, c'est fait par des acteurs traditionnels qui ont réussi leur transition numérique. Donc je me dis, bon, c'est peut-être pas eux qui vont faire du tort, c'est peut-être pas les pure players qui allons faire du tort à ces acteurs en place. Ils vont réussir la transition. Ça prendra du temps, mais ils vont la réussir. L'autre chose que je vois, et là c'est avec ma casquette d'investisseur, c'est quand même que la rentabilité e-commerce, elle est étroite comme un cure-dent. C'est pas évident, quoi, hein. Quand on n'est pas fabricant, mais qu'on n'est que distributeur, vous le savez comme moi, la marge que l'on garde, que l'on dégage des ventes, elle peine à couvrir les 3 postes de coûts incompressibles dans l'e-commerce. La production du site, ça coûte cher de faire un beau site, de mettre à jour les fiches produits, d'avoir du contenu. Emmanuel, tu le sais, on fabrique. Les vidéos, ça coûte cher. Les photos, ça coûte cher. Et souvent, on mégote sur ces postes de coûts alors qu'il faudrait investir parce que ça crée l'envie. Ça coûte cher. La logistique, ça coûte très cher. Ça coûte hyper cher, la logistique. Et alors, évidemment, last but not least, le marketing. Notre ami Google, qui a droit de vie ou de mort sur vos business, quoi, hein. Change l'algorithme et vous vous retrouvez en 2e page des résultats de recherche. Or, vous savez, le meilleur endroit pour planquer un cadavre, c'est la 2e page des résultats de recherche de Google, parce que personne n'y va jamais, quoi. Et là-dessus, les coûts d'acquisition augmentent.
Je ne vous l'apprends pas. Erwan, il disait, moi je me bats avec l'acquise. Mais oui, c'est compliqué. Ça veut dire que ton coût d'acquisition, tu le rentabilises qu'après plusieurs achats. Donc il faut fidéliser ton visiteur. Sauf que c'est très difficile de fidéliser dans un environnement où le client, il est satisfait mais infidèle. Donc la rentabilité, elle n'est pas simple et vous le savez parce que vous le vivez au quotidien, quoi. Donc moi, je me dis aujourd'hui, ce n'est pas des pure players dont il faut vraiment avoir peur quand on est un acteur traditionnel de la vente, du commerce. C'est plus de soi, quoi. C'est ce que disait Patrick, ma capacité à me réinventer. Et moi, il y a un truc dont je suis convaincue, quoi. C'est ce qui fait la différence, c'est l'intimité client. On n'est pas dans la technologie, là, on est vraiment... Tu sais, quand j'ai commencé à travailler dans le web, il y a 18 ans, mes parents, ils sont commerçants, m'ont dit « Qu'est-ce que tu vas faire comme métier, Catherine ?» J'ai dit bah, « Internet. »« Oh, mais qu'est-ce qu'on a raté avec ta mère ?» me dit mon père. Enfin, quand même, on ne va pas tous finir déshumanisés derrière un écran comme ça. C'est affreux. Et en fait, ce n'est pas vrai. L'histoire a prouvé le contraire. Hein. Plus on a d'Internet dans nos vies, de tablettes, de téléphones, de tout ça, plus quand on fait l'effort d'aller dans un magasin, on a envie et on a plaisir à avoir un regard chaleureux, un sourire, quelqu'un qui passe du temps à vous prendre en charge, qui vous conseille. Et c'est ça qui est hyper fort dans les magasins physiques. Sauf que la difficulté, c'est qu'il faut être Shiva. Et peut-être vous pouvez aider les commerçants traditionnels à devenir Shiva. Parce que cette qualité d'accueil et de prise en charge, il faut l'avoir en magasin, mais il faut aussi l'avoir... sur une appli, sur un site mobile, sur Twitter, sur Facebook, sur tous les points de contact. Et c'est là qu'ils ont du mal. Parce qu'on le sait, quoi. Hein. On n'est pas dans un monde où on peut se permettre d'avoir plus de salaire chargé, donc il faut le faire sous la contrainte. C'est très difficile, quoi. Mais c'est cette intimité client-là qui fait la différence. Et je voudrais vous montrer des exemples de gens qui font ça bien. Et parfois, c'est amusant. Moi, j'aime bien dire aux commerçants traditionnels, et peut-être qu'on peut les aider à ça, c'est à devenir des magasins augmentés. Tu sais, on parle de réalité augmentée. En fait, un magasin, aujourd'hui, c'est un magasin qui commence avant, il commence bien avant l'espace physique du magasin, et il se poursuit bien après, quoi. Donc, il commence là, en ligne. Tu sais, qui parmi vous, avant d'aller dans un magasin, n'est pas allé regarder sur le site pour voir est-ce qu'il y a le produit, avoir plus d'informations? Bien sûr qu'on commence. Je crois que c'est 80% le chiffre. Sauf qu'au moment où on le dit, c'est déjà obsolète. Et donc, le magasin, il commence là. Et c'est surtout qu'est-ce qui, sur le site e-commerce, me donne un gage de l'existence physique. Est-ce que je vois le vendeur du magasin le plus proche de chez moi? Est-ce que je peux le contacter? Est-ce qu'il y a une fenêtre qui me parle de l'actualité magasin? Tu sais, souvent, il y a équipe A, équipe B. Il y a le site e-commerce d'un côté, puis après, il y a le magasin de l'autre. Souvent, dans les franchises, c'est comme ça. Et c'est compliqué. Alors que c'est vraiment le lieu où commence le magasin, quoi. Après, il y a un exercice que vous avez tous fait, tu sais, c'est j'achète en ligne et je vais retirer en magasin. Ça, c'est quand même un test de QI parfois. J'arrive... Vous avez fait ça? Vous arrivez dans le magasin, il n'y a aucune signalétique. Vous ne savez pas où il faut s'adresser. La vendeuse, alors surtout à Paris, elle range, elle est de dos, elle range. C'est très très bien rangé les magasins à Paris, incroyable. On a un peu l'impression de la déranger quand elle vient vers vous. Et donc, on ne sait pas, la caissière est occupée. Ça, ce n'est pas du digital non plus, mais c'est une bête signalétique, tu vois. Et c'est aussi la preuve, quand il n'y a pas cette signalétique, que les gens du magasin, ils n'ont pas parlé avec les gens du web. Et moi, j'aime bien l'idée de me dire, ça c'est peut-être des idées de business qu'on peut avoir nous, c'est comment est-ce qu'on peut aider à cette fluidité entre le moment où je suis chez moi, en géolocalisation, je veux trouver le magasin le plus proche de chez moi, peut-être j'ai envie de prendre rendez-vous avec un vendeur, si c'est une vente assistée, peut-être que vous pouvez me proposer d'avoir, comme le fait les boulangers, une place de parking à côté si j'ai des choses encombrantes à retirer. La signalétique, c'est tout bête. Et puis le vendeur qui passe pas souvent assez de temps à déballer le paquet avec vous, quoi. Alors ça, c'est à Paris, hein, pardon, moi je suis un peu déformée, mais ils vous jettent le paquet et continuent à ranger. Alors que non, c'est incroyable pour faire de l'upsell, quoi. C'est « Ah, vous avez acheté le pantalon blanc, mais ça va très bien avec le t-shirt bleu et vert et jaune et violet, waouh !» Mais ça, le vendeur, pourquoi il ne le fait pas? C'est parce qu'en fait, on lui a pas... D'abord, il n'est pas incentivé pour. Hein. C'est bien joli, la poésie, mais c'est les mathématiques qui comptent. Hein. Le vendeur, si on ne lui donne pas un bonus pour le faire, il aura moins tendance à passer du temps avec le vendeur magasin, enfin avec le client du magasin. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas très bien fait. Et pourtant, ils le savent. Ils le savent très bien, les marchands traditionnels. Une autre chose qui n'est pas très bien faite, mais ça, c'est l'accueil. Alors, pas en Bretagne. En Bretagne, on est super bien accueillis. Mais à Paris, non, mais c'est vrai, c'est pas, aux États-Unis, tu rentres dans un magasin, tu te dis, mais comment ce vendeur a-t-il fait pour vivre si longtemps sans me connaître? Il est tellement content de me voir, quoi. C'est incroyable. Alors, on n'est pas dupe, évidemment, on sait bien qu'il est payé pour être content, mais c'est agréable. Cette joie-là, je trouve que le digital peut l'augmenter. Comment? Avec, vous l'avez vu, non, aux États-Unis, sur les t-shirts des vendeurs, tu as parfois le compte Twitter, ce qui fait que s'il y a une bonne interaction, après le passage en magasin, tu peux me dire ah, c'était sympa avec Jason. Bon. La page Facebook par magasin,
Tu sais, oui, mon mari qui est corse, il n'aime pas trop, évidemment. Mais la page Facebook, et souvent dans les entreprises traditionnelles, on me dit, mais vous n'y pensez pas, une page Facebook par magasin, mais ils vont passer leur journée sur Facebook. Et moi, je me dis, mais comment est-ce qu'on peut empêcher des salariés d'aller sur un support qui est utilisé toute la journée par les clients, tu vois? Il y a un travail de confiance, en fait, en interne qui doit être fait. Mais c'est valable pour les banques aussi, hein. Bon, c'est peut-être moins, on va moins volontiers sur la page de sa banque, encore que. Donc le digital, il permet d'augmenter. Il y a aussi ce que vous avez peut-être vécu avec du iBeacon ou d'autres technologies. Quand vous passez la porte du magasin, votre téléphone vous dit bonjour. Et si vous êtes client de l'enseigne, c'est bonjour Catherine. Alors ça peut être vécu comme quelque chose de très intrusif ou pas. Mais en tout cas, ça se teste. Vous savez comment, on est dans la culture du test aujourd'hui, hein. Donc l'accueil, ça aussi, c'est quelque chose où les magasins traditionnels, ils savent qu'il faut le faire, mais ils ne le font pas terrible. Sur l'information en magasin aussi, on l'a dit, on est très autonome avec notre mobile. Eh bien, il y a assez peu de choses encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut inventer aujourd'hui pour donner plus d'informations, plus d'autonomie à nous, clients, dans les magasins, pour avoir plus d'informations sur les produits, pour avoir une mise en situation des produits, pour avoir les reviews dans le magasin. Moi, j'aime pas trop les QR codes, je trouve que c'est compliqué, quoi. Il faut que tu télécharges l'appli qui télécharge le QR code, qui te donne accès à l'info. Oh, on n'en sort plus, quoi, hein. Moi, j'aimerais chasamer les produits, c'est hop. Et je vois tout de suite l'information dessus. Là, il y a plein de choses à inventer. Alors évidemment, pour faire tout ça, j'ai oublié de vous dire, il faut du Wi-Fi en magasin. Et ça, c'est pas souvent le cas, tu sais. Souvent, on réfléchit à des choses très digitales du magasin, mais il n'y a pas de Wi-Fi. Bon, c'est bête. C'est la pyramide de Maslow, c'est la nouvelle pyramide. J'aime bien ce truc. Une autre chose que j'ai vécue aux États-Unis, et j'adorerais le vivre en France, c'est l'arrivée dans un magasin où la personne qui vous reçoit, toujours avec le sourire américain, hein, vous demande votre carte de fidélité. C'était chez Sephora, et la fille me dit « Ah, bonjour, hello Catherine, you come from Paris, I love Paris. Ouais. » Elle dit « Ah, on est content de vous voir en magasin, parce que d'habitude, vous achetez plutôt en ligne. » Je dis « Ouais. » « Ah, mais dis donc, vous achetez des produits premier signe de l'âge. » Je dis « Oui, oh, chut, ça va. » Et bien ça tombe bien, on a une promo sur les produits que vous utilisez régulièrement. Elle vient avec moi, elle me vend le truc et elle m'encaisse avec son téléphone. Ça, j'ai trouvé que c'était une expérience intéressante qui répond à un besoin d'identifiant client unique et que très peu de magasins, finalement, d'enseignes arrivent à gérer aujourd'hui. Il y a la base de données online, offline, et cette réconciliation, elle est quand même clé. C'est un gros boulot, mais souvent, c'est pas fait. La reconnaissance du client, quoi. Ce que j'avais bien aimé aussi chez Sephora, c'est que la vendeuse qui m'encaisse, elle m'envoie ma facture par mail. Ça aussi, j'ai jamais trop vu. Je ne sais pas si Marion, aux États-Unis, tu as vu ça récemment. La facture par email, au-delà du fait qu'on est content de ne pas déforester l'Amazonie, c'est qu'on a d'abord une trace, c'est une présence. Finalement, le magasin se poursuit après la porte passée. Et surtout, il y a une offre à l'intérieur du mail qui me dit « si vous revenez la semaine prochaine ». Donc ça gère le retour, quoi. Et ça, je trouve ça intéressant. Il y a aussi ce Jason chez Best Buy. Hein, je vous ai raconté l'histoire. J'avais acheté un ordinateur chez Best Buy et il m'envoie un mail 2 jours après en me disant « Bonjour Catherine, j'espère que votre achat vous a donné satisfaction. » Mon mari me dit « C'est qui ce Jason qui te demande ?» Je dis « Mais non, c'est du CRM. » Et c'était pas du tout charté, tu vois, dans un ton d'intimité client. Et il me disait, s'il y a le moindre problème, tous nos Best Buy aux États-Unis, voilà la carte, voilà notre mail, notre Twitter, notre Facebook, notre téléphone, on est là pour vous. Et ça, je me suis dit, c'est pas très compliqué, mais c'est quelque chose qu'aujourd'hui, c'est la réinvention quand même de la façon de penser le client. C'est pas encore bien exécuté, quoi. La relation, elle peut se poursuivre sur Twitter. Je suis aussi chez So Jeans, pour acheter des jeans. Je pensais jamais acheter des jeans en ligne. Et quand j'ai rencontré les fondateurs de So Jeans, je me suis dit, si ça doit marcher, ça marchera avec eux, quoi. Et en fait, je me vantais d'avoir fait un achat de jeans sur Twitter. Et quelqu'un me répond, c'est marrant, moi aussi, j'ai acheté un Levi's. Et Levi's est venu dans notre conversation 2 heures après en disant, bonjour, merci de votre tweet. Quel modèle avez-vous choisi? Et alors, peut-être certains parmi vous se disent, attends, c'est quand même un peu intrusif, quoi. Bah, pas vraiment, je trouve. Le ton compte énormément, le wording, la façon de formuler. Quand vous avez des clients, vous leur parlez de tout un tas de supports par mail. Est-ce que vous faites attention à ce ton? Est-ce que vous leur parlez avec des mots avec lesquels vous aimeriez qu'on vous parle, quoi? Je suis assez sensible à ça. Donc moi, j'ai trouvé ça bien parce que ça m'a rapproché, en fait. Ils sont rentrés dans « j'achète pas qu'avec la tête », mais aussi avec le cœur, quoi. Il n'y a pas forcément besoin de digital pour faire ça. J'ai adoré cette histoire, je vous raconte. Vous avez vu, j'achète beaucoup de trucs cosmétiques. Kiehl's,
J'achète un produit, à côté de chez moi, la vendeuse me demande si je veux découvrir un produit, je lui dis oui, elle me dit j'ai pas les échantillons, c'est pas grave, la prochaine fois vous passez et je vous ferai découvrir. Et ben dans la semaine, elle m'a envoyé par courrier, dans une enveloppe, ce petit mot que vous lisez là. Chère Catherine, nous vous remercions de votre visite dans notre boutique. Ce fut un plaisir de vous accueillir. Et elle m'avait glissé les échantillons dans l'enveloppe. Le samedi, je suis allée la voir, je l'ai embrassée. J'ai racheté un truc, j'avais besoin de rien, j'ai racheté un truc. Et j'en ai parlé à tout le monde et je vous en parle aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose. Et je me dis toujours, nous, les marques ont du mal, enfin les enseignes, et comment est-ce que nous, on peut les aider à créer cette intimité client, quoi, tu vois. Et cette surprise aussi, ça j'adore. Vous connaissez Ruyter Tassen? C'est une marque de sac belge. Regardez ce mail de confirmation de commande, ça fait réfléchir, quoi. Bonjour et merci, nous venons de décréter ce jour comme jour de fête officiel chez Ruyter Tassen. J'avais juste acheté un sac, quoi. À présent et pour toutes les années à venir, nous nous souviendrons de ce moment, le 15 janvier à 22h0906, où votre commande occupa une place d'honneur dans notre carnet. Tu sais, tu dis, qu'est-ce qu'ils ont fumé les Belges? Je ne comprends pas, quoi. Mais c'est sympa, tu vois. Et ça, je me dis, c'est une façon de faire passer de l'émotion. Et même quand on est une banque, on a besoin de faire passer cette émotion. Voilà. C'est intéressant. Et je me dis, nous autres, à chaque fois qu'on parle à nos clients, est-ce qu'on a en tête? Je me rappelle de ce mail de Price Minister. Nous étions si bien ensemble. C'était un mail pour relancer la base des abandonnistes, quoi. Et c'était la première fois que j'avais un message un peu décalé qui essayait de recréer du lien. Et je me dis, on gagnerait à réfléchir à ça. La surprise, elle peut aussi se mettre sur les produits qu'on fabrique. Vous connaissez ça, hein? Vous donnez à ta mère, elle sait comment faire. Ça, c'est bon, ça, non? T'achètes un pull, tu sais plus, tu le laves, au moment de le laver, tu regardes, c'est 30, 40, et tu vois ça. Et bien ça, moi, je trouve que, waouh, c'est bon, ça. Le seul truc qui manque, il manque un truc sur l'étiquette, non? Ouais, moi, j'aurais mis, je sais pas, mon adresse Facebook ou le hashtag, pour pouvoir prolonger vraiment le lien, parce que c'est aussi l'idée, et de le partager. C'est de l'engagement et du partage qu'on stimule ici. Donc voilà, il y a aussi une chose que les marques traditionnelles ont du mal à faire, et là, tout ce qui est, il y en a aujourd'hui, il y en aura encore demain, des speakers sur la consommation collaborative, qui est extraordinaire, quoi. C'est comment, ça c'est un vrai enjeu, comment une marque traditionnelle met ses clients en relation les uns avec les autres. Comment vous pouvez aider des gens, je sais pas, de Kiabi, Decathlon, Carrefour, à parler ensemble. J'ai été frappée la dernière fois au France Digital Day. Donc, il y avait Georges Plassat, le patron de Carrefour, qui était venu dans l'arène des barbares. Voilà. C'était courageux de sa part déjà. Et après, il y avait une foule de start-up qui venaient lui faire un pitch de 3 minutes. Et il y avait I Love You qui était venu lui parler, Édouard. Et il écoute, il dit, c'est quoi ça, I Love You? Et en fait, j'ai vu que ça faisait tilt. Oui, on va mettre nos clients en relation les uns avec les autres. Ça peut être autour du service, autour de l'emploi. Et ça, je me dis, il y a des choses à creuser. Parce qu'ils ont besoin de nous, là, sur tout ça. Bref, ce que je me dis, c'est que l'avenir appartient aux vrais commerçants. C'est ça, finalement, tu sais, dans le jeu des 7 différences. Ça, c'est pas une différence, c'est vrai de toute éternité, ça. Hein. Ça, c'est la chaise d'Amazon. Tu sais, je demandais au patron d'Amazon, mais vous êtes the most customer-centric company in the world. Mais ça veut dire quoi, concrètement? Vous êtes touché par la grâce de la relation client ou quoi, chez Amazon? Enfin... Et il me dit non, c'est Xavier Garambois. Il me dit non, on n'est pas. C'est simplement que dans nos réunions, vous connaissez l'histoire, il y a une chaise vide dans les réunions. C'est la chaise du client. Ils se disent, qu'est-ce qu'il dirait le client s'il nous entendait? Tu sais, parfois, on aime mieux qu'il n'entende pas. Et je trouve que c'est intéressant. Comment je fais pour avoir sans cesse à l'esprit que je suis là pour simplifier la vie de mon client, pour lui rendre service, quoi. Et je trouve que parfois, on l'oublie, on pense plus aux produits. Et en fait, pour arriver à vivre tout ça, à faire vivre tout ça aux clients, moi, ce que je vois dans les entreprises en interne, mais là, je ne sais pas si on peut les aider ou pas, et c'est tout l'enjeu, à mon sens, hein, c'est ce que tu disais, Patrick, il faut qu'elles se réinventent en interne. Et moi, je dis, aujourd'hui, si tu veux faire vivre de l'écoute et de l'empathie à tes clients, mais commençons par le vivre ensemble, non? Commençons par le vivre ensemble. Moi, quand j'ai une entreprise qui m'appelle pour me dire, nous voulons devenir les champions de la relation client, et je suis dans le hall d'accueil, il y a 20 personnes qui passent devant moi, il y en a pas un qui me dit bonjour ou qui me propose un café, elle me dit, waouh, il y a du boulot, quoi. Tu vois? C'est-à-dire que la relation client, c'est qu'une posture, enfin, c'est bien au-delà. Donc, l'empathie qu'on veut proposer aux clients, il faut la vivre en interne, mais c'est pareil pour nous. C'est peut-être plus facile quand on a une petite boîte, quoi, pleine d'enthousiasme. Le feedback, c'est pareil. Comment est-ce que tu veux que tes clients te donnent du feedback sur tes produits et services si toi, en interne, le manager ne demande pas de feedback à ses équipes Donc, il y a un problème de cohérence, en fait. Moi, c'est ça que je ressens
fortement. Le bonheur aussi, ça a l'air d'être un peu les bisounours font du business, mais moi je vois que les entreprises, et c'est le cas des startups encore, c'est dans lesquelles il y a, elles se fédèrent, elles se construisent autour du bonheur, ça marche. J'ai rencontré aux États-Unis une boîte qui s'appelle Ruby Receptionist, qui sont sur la côte ouest dans l'Oregon. La patronne, elle me dit, moi, le happiness advantage, c'est mon leitmotiv. Je fais tout pour que mes salariés soient heureux. Donc ça, c'est un mur qui est en interne dans les bureaux. Tu vois. Ça envoie des ondes positives. Et je pourrais vous donner plein d'exemples de cette chose positive, de comment je travaille le happiness advantage. Le résultat, c'est que cette boîte, ça fait 7 années consécutives que c'est la boîte de plus forte croissance aux États-Unis. Vous pourrez regarder sur Fortunes. Et ça fait 3 ans consécutifs que c'est best place to work aux États-Unis. Donc, je me dis, comment les grandes boîtes le font, quoi. Nous, ça nous paraît évident. C'est la fête chez Price. Encore que quand la boîte grandit, c'est moins drôle, c'est moins facile. Hein, la question se pose aussi. Donc voilà, et puis là où nous, on a un vrai rôle à jouer, et ça c'est ma conviction, revoilà le petit truc de l'entrepreneur, c'est que pour arriver à faire tous ces changements, en fait, hein, c'est comment une grande entreprise donne à chacun de ses salariés l'état d'esprit qui est le vôtre, quoi. L'état d'esprit d'entrepreneur, qui va oser, qui va tester, qui est dans la culture du test, un peu dans la folie, dans l'audace, qui n'a pas peur de se tromper. J'aime bien cette phrase, tu sais, ne demande jamais ton chemin à quelqu'un qui le connaît, car tu pourrais ne plus te perdre. C'est bon, c'est ce qu'on est en train de faire les uns les autres. On fait nos chemins, on va probablement se perdre, certains business ne marcheront pas, mais on va en recommencer un autre. Et cet état d'esprit-là, c'est peut-être à nous, dans la collaboration avec les grands groupes, de la transmettre. Parce qu'ils en ont vraiment besoin, quoi. Ils ont besoin de nous pour ça, pour apprendre à travailler de façon horizontale. Mort au silo. Si tu veux arriver à faire une fluidité dans le parcours client, il faut peut-être qu'il y ait déjà de la fluidité en interne, quoi. Les gars de l'IT qui parlent avec le marketing, le siège avec les magasins. Et ça n'arrive pas encore. Et je ne sais pas s'il n'y a pas des outils à inventer pour leur permettre de faire ça. J'ai vu un truc aux États-Unis, c'est toujours à Portland, tu as plusieurs startups, un incubateur de startups avec des grands groupes. Il y a Nike, parce que c'est le siège là-bas hein, de Nike à Portland, Nike, Coca-Cola, Daimler-Benz. Ils ont créé, en fait, donc ils financent des startups et ils ont une espèce d'outil où chaque salarié a accès, comme un intranet. Chaque salarié peut venir donner 40 minutes de cours à un start-upper. Donc imaginez, tu as le patron marketing de Nike, tu peux aller écouter un cours sur le marketing by Nike, le patron de l'IT, je ne sais pas, chez Coca. Et donc, pour les gens des entreprises traditionnelles, c'est un incroyable moyen de s'aérer et de s'oxygéner les neurones. Et pour les startups, c'est un moyen de se faire un MBA à moindre coût, quoi. Et ça, j'adore cette idée. Donc, la coopération entre grands et petits, mais aussi en interne, quoi. Donc ça, c'est mon leitmotiv et c'est aussi ce que je fais tous les jours quand je me lève. C'est comment je peux, moi, aider, en connaissant bien les grandes boîtes traditionnelles et en investissant dans des startups, à les faire travailler plus ensemble. Je crois vraiment à ça. Et là, vous avez un rôle à jouer. Puis il y a des business à faire, il y a de l'argent à faire. Ouais. C'est ça qui est bien. Donc voilà, l'avenir, c'est nous qui allons insuffler cette énergie dont on parlait tout à l'heure. Hein. L'énergie, elle viendra de là. Donc est-ce que vous êtes in? Are you in? Voilà, c'est juste le début. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Merci beaucoup. C'est bien. Moi, j'avais une question. Ça va, je suis bavarde. Hein. Respect, comme on dit. Pardon, c'est chaud. Bravo. Moi, j'avais une question pour Olivier, en fait. Tu sais, quand je disais ça tout à l'heure, quand je te disais... comment la mue du serpent, c'est aussi valable pour des sociétés qui sont nées dans le digital, qui ont grandi, parce qu'on est tous là pour ne plus être start-up, on est d'accord. Hein. Le but, c'est de quitter ce statut. Comment tu te réinventes, tu vois? C'est ça. Moi, c'est une vraie question aussi pour les gens du digital. C'est pas évident, parce que Et maintenant qu'on les a un groupe... Ne reste pas caché dans la page 2 de Google. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a l'ombre. Je me mets à l'ombre de Catherine. Non, en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est de... Mais après, je vais vous laisser poser des questions à Catherine. En fait, en intégrant le groupe Rakuten, on a intégré une boîte qui faisait 10 000 personnes, et donc on perdait un peu en agilité, etc. Et en fait, je me suis demandé pourquoi, parce qu'effectivement, les grands groupes, souvent, ont l'avantage, quand le fondateur est encore là, d'avoir la capacité d'avoir un accès direct au fondateur, donc d'avoir une sorte d'enthousiasme, que ce soit le fondateur de Nike, ou le fondateur de Rakuten, ou Jeff Bezos, Hiroshi Mikitani. Mais en revanche, après, je me rends compte que le fondateur devient le frein. C'est un avantage pour la boîte, mais c'est aussi le frein, parce qu'à un moment donné, tout le monde a un peu peur de lui, on est dans son ombre, il rayonne, donc on se demande est-ce que je peux prendre cette décision tout seul, etc. Et donc je pense qu'il faut recréer du plaisir un petit peu partout.
à toute petite initiative qu'on essaie de faire. Nous, on essaie de garder des week-ends où on part toute la boîte ensemble. Ou là, dernièrement, ce que je racontais à Patrick en aparté, on a mis je me suis dit, qu'est-ce qui fait qu'on est encore une start-up? Ah oui, il faudrait peut-être qu'il y ait un baby-foot en fait dans le truc. Donc on a mis un baby-foot, on s'est dit, ouais, il ne faudrait pas juste un baby-foot comme avant, autrement on se moque des start-up, etc. Donc on a rencontré une start-up qui est hyper marrante et qui met un baby-foot connecté en Wi-Fi. Donc tout coup, maintenant, tous les salariés Price Minister ont une carte NFC, donc on reste dans la techno. Tu vas au baby-foot, tu fais bip, hop, ça marque ton nom sur le truc et ton score est directement disponible en ligne. Et donc en fait, après les Japonais m'ont dit, mais t'es sûr, c'est mauvais pour la productivité, etc. Je lui ai dit, écoute, maintenant fais-moi confiance, on est en France, on veut faire le truc dans les startups, ça va être cool, etc. Et du coup, on l'a mis au mois de juillet, on fait les meilleurs chiffres qu'on a jamais fait au mois de juillet. En fait, les gens vont se défouler en fait en jouant au baby-foot. En fait, il faut garder le truc du plaisir, à mon avis, de travailler ensemble. Ce qui est le pire de ce qui se passe dans un grand groupe, on peut en parler avec les grandes banques, etc. C'est qu'on se lève le matin avec beaucoup moins de plaisir d'y aller. Et en fait, le plaisir, à mon avis, est le moteur de ce que j'appelle moi l'empowerment, c'est-à-dire que chacun est un petit entrepreneur dans son coin, et si on continue à ressentir ça, alors ça marche. C'est le plaisir d'avoir le cul entre deux chaises, c'est-à-dire, voilà. Tout à l'heure on parlait d'avoir la selle dans le cul, maintenant c'est le cul entre deux chaises, mais c'est en fait d'être encore petit et agile d'un côté, mais dans un plus grand groupe qui a quand même plus les moyens, et voilà. Et je vais vous laisser parler avec eux. Non, merci. Vive le Chouchen. Parce que j'avais fait une annonce un peu bizarre. Non, mais en tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir très fort Catherine merci, Barba. Merci. Merci beaucoup. Et en plus, on est dans les temps, donc tu as fini tout à fait à l'heure. Merci à toi. Demain, c'est pas terminé, évidemment, ça continue. Sur cette deuxième journée de West Web Festival, on va parler impression 3D demain, consommation collaborative, monétique, crowdfunding, et bien sûr le Startup Contest qui, à défaut d'avoir remporté la Coupe du Monde, eh bien, il ira le meilleur d'entre vous. Donc on se retrouve demain matin, c'est à 9h, il me semble. Je vérifie mes petits papiers, oui, c'est ça, à 9h. Avec évidemment l'équipe de West Web Valais. Merci et à demain et bon concert surtout. Et juste petite précision, n'oubliez pas de récupérer vos affaires au vestiaire. On va descendre du coup dans l'espace VIP maintenant. Donc récupérez vos affaires au vestiaire. Merci. Que tu le mérites, ça avait de la chance.